Bonsoir et bienvenue dans notre émission spéciale Woke Questions en direct du Parlement européen à Bruxelles. Ce soir, nous poursuivons nos entretiens d'embauche pour le poste de président de la Commission européenne qui remplacera Jean-Claude Juncker à la prochaine commission. Toutes vos questions, une série spéciale pour vous, c'est Woke Questions. Il est notre invité ce soir, le candidat de l'Alliance des conservateurs et réformistes, Jan Zahradil. Bonsoir, bienvenue. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que vous êtes un grand fan de musique. Alors ma première question est la suivante. Si vous aviez le choix entre être le président de la Commission européenne ou un gagnant de l'Eurovision, c'est difficile. Que choisiriez-vous? Non, je ne pense pas que j'aimerais participer à l'Eurovision. Peut-être que si vous me demandiez si je voulais être un batteur de heavy metal célèbre, peut-être que je le ferais. Je vais y réfléchir. Mais l'Eurovision... Ce n'est pas votre style? Trop de musique pop. Du heavy metal, c'est quelque chose, mais vous savez, peu de gens vous connaissent. Vous n'êtes pas qu'un simple fan de heavy metal, il y a d'autres choses à savoir sur vous. Rencontrez Jan Zahradil, le fan de rock tchèque désireux de faire bouger les choses en Europe. Fatigué de l'établissement actuel et de son approche unique, il qualifie l'Union européenne de disque rayé et dit qu'il est grand temps qu'elle soit réajustée. L'Union européenne n'est pas un État, la Commission européenne n'est pas un gouvernement. Je crois en une Union européenne à plusieurs vitesses, multipolaire, avec plusieurs monnaies. Jan Zahradil a grandi à Prague sous le régime communiste. Pour lui, l'Europe, comme l'ancienne Tchécoslovaquie, devrait écouter ses citoyens. L'unité forcée pourrait briser l'Union européenne au lieu de la réparer. Ce que je souhaite, c'est un nouvel équilibre entre le national et l'européen pour que nous puissions trouver ensemble de bonnes solutions pour l'avenir. Ingénieur et chercheur dans le domaine de l'environnement, il est entré en politique alors que son pays passait à la démocratie et devient conseiller du Premier ministre tchèque. Élu au Parlement européen en 2004, il prend la tête de l'Alliance des conservateurs et des réformistes seulement 5 ans plus tard. Jan Zahradil se dit réaliste face à l'euro. Il veut une Europe plus décentralisée et plus souple, qui doit apprendre du Brexit. Si une grande économie comme le Royaume-Uni a eu de gros problèmes à cause du leadership de l'Union européenne, qu'en est-il d'un pays beaucoup plus petit ? Bénéficiant du soutien de groupes d'extrême droite comme Law and Justice en Pologne, Jan Zahradil a été critiqué pour ne pas avoir condamné les rebelles de l'Union. J'ai toujours aimé Jurassic Park, donc ça ne me dérange pas qu'on m'appelle le dinosaure. Il a aussi été qualifié de climato-sceptique car il ne soutient pas l'objectif zéro carbone. Je pense que le mot euro-réaliste est intéressant. Beaucoup de gens de votre parti l'utilisent, mais pourquoi ne pas simplement dire que vous êtes eurosceptique? Il y a une différence? Je pense qu'il y a une différence de sens. Ce que je comprends, c'est que l'eurosceptique est quelqu'un qui rejette complètement l'idée de l'intégration européenne et qui veut dissoudre l'Union européenne ou quitter l'Union européenne. Alors qu'un euro-réaliste, à mon sens, est quelqu'un qui veut l'améliorer, la changer, l'élargir différemment. Et comment l'endroit où vous avez grandi, de l'autre côté du rideau de fer, influence-t-il votre politique aujourd'hui? Parfois, j'ai l'impression d'avoir vécu deux vies complètement séparées, l'une avant 89, l'autre après 89. Nous étions un peu plus sensibles à ce qu'on peut appeler l'hypocrisie ou le double discours parce que nous y étions habitués à l'époque communiste. Nous étions donc mieux en mesure de découvrir tout cela, toutes ces choses. Posons notre première question de la soirée au public. Nous avons Clara Ouin de l'Université libre de Bruxelles. Clara? Comme nous le savons, certains États membres vendent à l'Arabie saoudite des armes qui sont utilisées dans le conflit avec le Yémen, notamment la France ou la Belgique. Si vous devenez président, allez-vous condamner le commerce avec les pays qui ne respectent pas les droits fondamentaux?
Je ferai probablement une distinction, en particulier en Arabie saoudite, mais aussi en Iran. Je pense que nous devrions être plus sévères. Et franchement, je n'ai jamais été, par exemple, un grand ami de ce genre de politique d'apaisement de Mme Mogherini vis-à-vis de l'Iran. Si j'étais responsable, je conseillerais probablement à la Commission ou au haut représentant, avant toute politique étrangère et de sécurité, d'être plus sévère envers ce pays que la Commission actuelle. Alors, vous pensez que l'action contre l'accord nucléaire iranien que Donald Trump poursuit est la bonne politique par rapport à ce que l'UE semble poursuivre? C'est ce que je crois. Je pense que nous devrions plutôt poursuivre une politique stricte, ce que nous avons fait jusqu'à présent, parce qu'il semble maintenant que l'Iran ne nous prenne pas au sérieux, parce que le pays s'est retiré, au moins partiellement, de l'accord nucléaire, de toute façon. Même si cela mène à la guerre? Non, je pense que nous avons bien sûr besoin de diplomatie, mais nous devons aussi être en mesure de faire preuve d'une certaine capacité de pression diplomatique. Et j'ai bien peur que nous n'ayons pas été en mesure de le faire. Mais l'Iran n'est pas le seul pays ayant un bilan douteux en matière des droits de l'homme. Absolument. Et la Chine, comment feriez-vous avec la Chine? Je la différencierais légèrement. Je pense que nous devrions avoir un dialogue ou peut-être un différend sur les droits de l'homme. Car tout le monde sait que, par exemple, pour l'Allemagne, qui est un moteur économique de l'Union européenne, la Chine est le plus grand marché et maintenant le premier partenaire commercial. Ça ne vous dérange pas de perdre un peu d'activité commerciale pour défendre les droits de l'homme? Partenaire commercial pour l'Allemagne. Dans ce cas précis, je serais donc plus pragmatique. Pragmatique, ça veut dire que vous choisirez le commerce? Pragmatique signifie que je ne voudrais pas miner nos capacités d'exportation vers les marchés chinois. C'est maintenant l'heure de nos premières questions vidéo. Arnaud Gillard est belge, mais vit au Royaume-Uni et voici ce qu'il veut savoir. Comment peut-on rester pertinent sur la scène internationale alors qu'on ne peut même pas se mettre d'accord sur une position commune face aux questions du changement climatique, des migrations, des conflits et de l'économie? Nous devons trouver un nouvel équilibre entre ce qui pourrait être mieux exécuté au niveau national et ce qui pourrait être mieux exécuté au niveau européen. En ce qui concerne par exemple la lutte contre le réchauffement climatique ou le changement climatique, je crois toujours que nous nous en sortons plutôt bien. On a pris des engagements. Nous essayons de rester ensemble et si d'autres suivent, comme la Chine et les États-Unis, alors je pense que nous irons dans le bon sens au niveau mondial. Mais je ne pense pas que nous devrions essayer de trouver une solution européenne dans tous les cas. Nous sommes assez efficaces lorsqu'il s'agit d'économie, lorsqu'il s'agit d'un marché unique ou de politique commerciale commune en matière d'union douanière. Mais je l'ai toujours dit et j'ai encore de sérieux doutes quant à notre capacité de créer une union politique entière. Il y a des limites. Si vous regardez la politique étrangère par exemple, prenez la Libye. En Libye, vous avez un gouvernement à Tripoli et vous avez le général Haftar qui attaque ce gouvernement à Tripoli. Aujourd'hui, un membre très important de l'Union européenne, la France, soutient le général Haftar, alors qu'un autre membre important de l'Union européenne, l'Italie, soutient le gouvernement à Tripoli. Alors, comment pouvez-vous faire un compromis entre ces deux points de vue complètement différents? Je ne pense pas qu'un vote à la majorité qualifiée ou quoi que ce soit du genre puisse résoudre ce problème. Dans certains cas et dans certaines circonstances, nous devons simplement respecter les positions nationales des différents États membres. D'accord, dans ce cas, c'est une impasse. Passons maintenant à une autre question. Elle a été soumise sur notre site Internet et cette personne veut savoir: pourquoi pensez-vous que le nationalisme et le populisme ont réapparu dans la politique européenne avec une telle force? Je pense que de nos jours, il n'est pas très difficile d'obtenir le label des nationalistes et des populistes. Peut-être que quelqu'un me qualifiera moi aussi sous ce terme. Vous êtes nationaliste? Non, je suis patriote et c'est différent. Quelle est la différence? Eh bien, je pense que les patriotes comprennent que leur État ou leur nation, au sens politique et non au sens ethnique, a des intérêts particuliers et qu'il est absolument légitime de poursuivre ces intérêts sur la scène mondiale et même au sein de l'Union européenne. Ce que je comprends sous le mot nationaliste, c'est quelqu'un qui est absolument ennemi des autres nations et qui croit
croit peut-être que sa nation est meilleure que les autres. Désormais, une réponse rapide à cette question. L'euroscepticisme est-il de nouveau en force? C'est la question, n'est-ce pas? Je crois qu'en partie, peut-être paradoxalement, c'est la cause d'un peu trop d'intégration européenne. Certaines personnes ou certains segments de la société, certains groupes sociaux, certains groupes d'âge ont peut-être le sentiment que l'Union interfère dans ce qu'ils considèrent être leur tradition. Nous ne sommes pas les mêmes. Nos sociétés sont différentes. Certaines sont plus libérales et d'autres plus conservatrices. Et nous ne devrions pas essayer de les mettre sur une même ligne. Considérez-vous l'extrême droite comme une menace dans ces élections? Eh bien, ils seront là. Clairement, ils seront au Parlement européen. Et c'est un phénomène qui ne peut être négligé. Et s'il parle d'un phénomène, il ne suffit pas de dire qu'il est mauvais et comment s'en débarrasser. Mais vous êtes prêt à traiter avec des gens comme Matteo Salvini et Vox en Espagne, par exemple? Oui, nous devons comprendre quelles sont les racines, quelles sont les raisons du succès de ces politiciens. Quelle est la véritable raison de cette poussée? Nous devrions essayer d'identifier ces raisons et nous y attaquer. Y a-t-il un parti en Europe avec lequel vous ne voudriez pas traiter, ne pas parler? Nous ne traiterions pas avec Madame Le Pen. Si vous me permettez de prendre un exemple, pour des raisons particulières, elle est plutôt protectionniste, contre le libre-échange, contre les accords commerciaux. Venant d'Europe centrale et orientale, j'ai certains soupçons sur ses relations avec la Russie. Je dirais que elle est aussi... Mais pas M. Salvini? C'est aussi un grand point d'interrogation s'agissant de M. Salvini. Oui, je dois l'admettre. Nous savons tous que Viktor Orban a été suspendu du PPE. Parlez-vous avec lui pour que son parti rejoigne votre groupe après l'élection? Non, pas encore. Je dirais que non. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une affaire purement entre le PPE et M. Orban. Nous n'intervenons pas. Et quand les choses changeront, notre attitude changera peut-être aussi. Mais pour l'instant, ce n'est plus à l'ordre du jour. Ok, on va accélérer un peu le rythme. Nous avons quelques questions binaires pour vous, c'est-à-dire une réponse par oui ou non, rien de plus, rien de moins. Commençons par un second mandat de Donald Trump à la présidence des États-Unis, oui ou non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, s'il est élu, oui. La Chine est-elle une menace? Non. Révoqueriez-vous l'article 50? Non. Pensez-vous que Strasbourg est un gaspillage d'argent? Oui. Est-ce que vous autoriseriez les combattants de l'État islamique, qui sont des citoyens de l'UE, à revenir en Europe? Non. Le changement climatique est-il entièrement d'origine humaine? Non. Existe-t-il un fossé entre l'Est et l'Ouest de l'Europe? Oui. L'armée de l'UE? Non. Et pour finir, c'est une question importante, les Beatles sont-ils surestimés? Oui. Vous saviez qu'il dirait ça. Nous avons une question qui vient d'Israël. Joseph est entré en contact via WhatsApp. Il demande ce que l'Europe va faire pour protéger vos pays des immigrants qui refusent de s'intégrer dans la vie européenne. Je pense que c'est très clair. Il n'existe pas de code pénal européen universel. Il existe différents codes pénaux dans différents pays, mais je dirais que tout le monde, toute personne qui veut obtenir l'asile, une installation permanente ou temporaire, ou même la citoyenneté, doit obéir aux règles et doit respecter la loi. Je pense donc que les États, les gouvernements nationaux et les ministères doivent simplement insister pour s'en tenir aux règles et à la législation nationale. Émile Herman souhaite poser une question et il est avec nous. Quelle est votre question? Ma question est très simple. Si vous êtes élu président de la Commission, quelles mesures concrètes mettriez-vous en place pour assurer une transition écologique et durable nécessaire, tout en maintenant une stabilité financière? Je suis ingénieur dans les technologies de l'eau, je connais donc le sujet.
Mais pour répondre à votre question, je m'en tiendrai à nos engagements actuels. Avec l'accord de Paris sur le climat, nous avons pris certains engagements. Nous devons les garder. Mais je dois être très franc et très ouvert lorsqu'il s'agit de l'appel de la Commission et du Parlement en faveur d'une économie sans carbone avant 2050. Je crois que c'est une bonne chose, mais c'est un peu irréaliste. Je pense que nous devrions d'abord remplir les engagements actuels que nous avons pris. Une fois que nous l'aurons fait, nous pourrons peut-être déclarer de nouvelles stratégies et de nouveaux programmes audacieux et d'autres choses du genre. La Commission de l'UE dépense près de 40% du budget pour l'agriculture. Nous devrions changer le système, la manière dont nous payons les subventions d'un chapitre de la politique agricole commune. Je dirais que nous devrions passer d'un soutien axé sur la production à une agriculture biologique, soutenant les petites exploitations agricoles. Il y a d'ailleurs une très bonne initiative, déjà déclarée par la Commission, qui s'appelle un hectare. Vous avez entendu parler de ça? Eh bien, chaque agriculteur qui convertit un hectare de son terrain en forêt sera subventionné pour cela. Je pense que c'est un très bon exemple de ce que l'Union européenne peut faire. Il y a un petit jeu auquel on aimerait jouer avec vous, sur la politique à vif. C'est un jeu d'association de mots. Je dirai quelque chose et vous me direz le premier mot. Juste un mot. Un mot vous vient à l'esprit. C'est un jeu d'association de mots, d'accord? On va essayer, d'accord. Commençons par Donald Trump. Vigoureux. Brexit. Méprise. Viktor Orban. Intelligent. La démocratie turque. Elle n'existe pas. Greta Thunberg. Naïve. C'est un long... Ok, Matteo Salvini. Controversé. Avortement. C'est absurde. Je suis pour le choix. Je tiens à ce que ce soit très clair. Désobéissance civile. La désobéissance civile, ça signifie quoi? Les manifestations dans les rues, comme les grèves pour le climat, les gilets jaunes. Plutôt légitime. Le dernier, le rap. Acceptable, c'est plus accessible pour moi que la pop. Devrait-il y avoir un revenu minimum de base dans toute l'Union? Non. Pourquoi pas? Parce que, encore une fois, nous sommes des économies très diverses. Chaque pays a une structure économique différente. Chaque pays a un pouvoir d'achat différent. Et vous ne pouvez tout simplement pas introduire un salaire minimum ou de base dans toute l'Europe. Vous avez des pays qui sont relativement très riches. Si vous prenez la moyenne européenne de 100% du PIB par habitant, vous avez d'un côté l'Allemagne, la France ou les Pays-Bas qui sont à 130, 140%. D'un autre côté, vous avez la Bulgarie, la Roumanie avec moins de 50%. Comment vous pouvez introduire des salaires universels, des systèmes universels de protection sociale, des systèmes universels de retraite, de santé? C'est impossible. Nous avons une autre question de la part d'un internaute, et elle est assez brève. Beaucoup d'Européens disent détester l'euro. Quelle est votre opinion? Je pense que c'est un instrument, surtout un instrument politique pour une intégration plus poussée. Je pense que ça devrait être volontaire et non obligatoire. Et donc, je suis en faveur de l'union multidevises. Mais pour quelqu'un qui est un fervent défenseur du commerce et de l'expansion des affaires, le but de l'euro est aussi d'éliminer une grande partie des coûts supplémentaires. Alors pourquoi êtes-vous contre l'euro? Je ne suis pas contre. Une monnaie unique pour le bloc. N'importe qui, n'importe quel État qui veut rejoindre l'euro devrait être libre de le faire. Et j'ai dit que ceux qui ne veulent pas adhérer à l'euro devraient également être libres de le faire. Donc dans ce cas, vous choisissez la liberté de choix d'un pays par rapport aux répercussions sur le commerce. Non, 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 ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a aussi d'autres implications de l'euro qui ne sont pas si positives. Et ils disent que c'est le fait qu'il s'agisse d'un instrument politique d'intégration. Car une fois l'euro introduit, vous devez probablement arriver avec une harmonisation des politiques fiscales, sociales et d'autres choses comme ça. Et encore une fois, je ne crois pas en l'Union européenne en tant qu'État d'entité quasi-étatique.
Je crois en l'Union européenne en tant que conglomérat libre d'États coopérants. Vous dites ne pas vouloir vous immiscer dans la politique d'autres États-nations, mais vous dites que le Brexit est une erreur. Les Britanniques n'ont pas seulement la volonté que le Brexit se produise, mais d'en faire un succès. Les autres nations européennes ne devraient-elles pas être autorisées à en faire de même si elles le souhaitent? C'était peut-être un malentendu parce que je n'ai pas dit de qui il s'agissait et je pense... Est-ce une erreur de l'Europe? C'est une erreur de l'Union européenne qui a permis à l'un de ses membres les plus forts et les plus prospères de partir. Je pense que si David Cameron s'était vu offrir au moins quelque chose au cours de ses premières négociations qu'il aurait pu revendre dans son pays comme un succès ou comme une concession de l'espace européen, le résultat d'un référendum aurait pu être différent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous regardent. Merci à notre public en studio. Et merci Yann Zahradil d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, au revoir. Merci.